David. Vous avez déjà expliqué dans une précédente vidéo les raisons de votre union pour l'avenir de Chaville pour ce second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Je vous propose de ne pas revenir dessus, mais plutôt de vous exprimer successivement et d'échanger sur des points particuliers qui touchent les Chavillois dans leur quotidien, des questions peut-être qui peuvent les interpeller. Bref, de nous exposer non pas tant les raisons d'union que finalement ce qui la construit réellement, quel est le socle de l'action, le socle commun de l'action que vous envisagez pour la future municipalité, d'expliquer en quelque sorte à travers cet échange la plus-value de l'union de la liste Union pour l'avenir de Chaville. Pour commencer, peut-être évoquer d'abord l'évolution attractive de Chaville. On l'a vu vraiment au cours des dernières années, Chaville représente aujourd'hui pour certaines familles un nouveau cadre de vie verdoyant, tout en restant à proximité de Paris, avec une desserte importante en termes de transport en commun. Est-ce que vous pouvez peut-être, Jean-Jacques, nous faire un état de cette évolution démographique, de son impact sur les politiques de la ville, le niveau de service public à la population ? Il y a une évolution d'attractivité qui est incontestable. Nous avons beaucoup de personnes qui habitent, pas nécessairement à Paris, mais qui viennent des communes voisines, qui sont attirées par Chaville. Et ils sont attirés par Chaville pour toutes les raisons qu'on connaît, la présence de 3 gares, la forêt, qui est un élément extrêmement important, et puis le fait que les services à la population, les services publics en général, sont globalement de très grande qualité. Et la population, elle a augmenté d'environ 2000 habitants en 10 ans. On est passé d'un peu plus de 18 500 habitants à aujourd'hui 20 600 habitants. C'est la population municipale, 20 600 habitants. On ne dépassera incontestablement pas ou peu 21 000 habitants, tel qu'il a été prévu dans le plan d'aménagement et de développement durable, qui est un document qui est joint au plan local d'urbanisme de 2012. C'était notre objectif et on risque peu de le dépasser. Pourquoi on a évolué de cette façon-là ? C'est essentiellement à cause du centre-ville. Le centre-ville, ça a amené 1000 habitants supplémentaires à la ville. Alors, on se posera la question de savoir si les services publics ont pu suivre. Et en l'occurrence, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème pour diverses raisons. D'abord, on a opéré une réhabilitation, voire une rénovation totale de tout le patrimoine scolaire, qui est l'essentiel des services publics de la ville, ne l'oublions pas. C'est l'essentiel des infrastructures publiques, dont le patrimoine scolaire a été totalement rénové ou réhabilité, ou il est en train de le faire. On a créé des classes supplémentaires, des classes pour accueillir les enfants. En l'occurrence, il se trouve que le nombre de classes va être assez nettement supérieur aux besoins, car on s'aperçoit que depuis 3 ans, la population scolaire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, diminue. Elle n'est pas du tout en augmentation, elle diminue. Alors, cela ne veut pas dire pour autant que dans les années qui viennent, elle n'augmentera pas, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que la petite enfance, dans le domaine de la petite enfance, on a un petit peu plus d'enfants aujourd'hui, et puis les enfants qui sont aujourd'hui à l'école élémentaire, ils iront au collège, ils iront ensuite au lycée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment suivre de près. Mais de façon générale, je dirais, aujourd'hui, les services publics correspondent bien au niveau de population avec une qualité suffisante, telle que ça contribue à l'attractivité de la ville. Bien entendu. Alors, après l'évocation justement de ces nouveaux Chavillois et des familles, nous pourrions aussi évoquer finalement ceux qui sont là, qui se préoccupent de l'avenir, également parmi les nouveaux Chavillois, aussi les anciens, qui peut-être ont peur de certains projets. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être comment la modernisation de la ville va se poursuivre ? J'entends par là aussi en termes de transition écologique, peut-être David nous en dira un mot aussi, et aussi selon quelle méthode, et tout en préservant ce qui est cher à tous les Chavillois, qu'ils soient anciens ou nouveaux, c'est-à-dire la convivialité de Chaville, cet esprit village. Bref, quel village pour Chaville demain ? Alors, peut-être David ? Alors déjà, sur le sujet de la transition écologique et de l'écologie à Chaville a déjà beaucoup d'atouts sur le plan de l'écologie. On en a parlé tout à l'heure, les transports en commun, les forêts, les parcs, il y a tout un tas de choses favorables déjà à Chaville.
Et l'objectif, c'est de renforcer ces atouts sur Chaville, et notamment dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, qui permettra d'intégrer encore plus cette dimension écologique dans les projets et dans les règles d'urbanisme. On pense à la gestion des îlots de chaleur, par exemple, la prévention des îlots de chaleur. On pense également au développement des trames vertes, bleues, brunes, qui sont importantes aussi pour la biodiversité dans Chaville. Donc, il y a tout un tas d'actions qu'on peut engager pour favoriser ce développement de la transition écologique autour de l'urbanisme. Et je crois que les Chavillois, ils sont attentifs et ils sont déjà engagés. Parce qu'en plus de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un réseau associatif extrêmement puissant à Chaville et riche, et qui va participer à ces projets. Pour vous donner une idée, dans les clubs sportifs, on a aujourd'hui un petit peu moins de 5000 licenciés. 5000 licenciés pour environ 20 000 habitants. C'est énorme. Un Chavillois sur 4. Alors, il y a des enfants dedans, pas certes, enfin, il n'empêche que on a 5000 licenciés. Et ce n'est pas que les clubs sportifs. Dans les autres associations, il y a évidemment une animation réelle. Et ça contribue largement à l'attractivité de Chaville. Je crois que David a parfaitement raison. Sur le plan de l'urbanisme, je crois qu'il faut insister sur un point. On a voulu mettre l'accent, et on est en train de mettre l'accent, et là il faut avoir une politique beaucoup plus volontariste dans le domaine, sur la rénovation thermique. Sur la rénovation thermique, c'est vrai, ça concerne l'habitat, je dirais, individuel, comme ça concerne l'habitat collectif. Et dans ce domaine, je crois qu'on a énormément de choses à faire. Vous estimez que l'aménagement de Chaville est adapté, le sera à l'avenir ? Alors ça, on peut dire que c'est l'objet d'un débat aujourd'hui sur Chaville. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que sur le PLU de 2012, il est déjà beaucoup plus contraignant que ce qu'on avait avant sur Chaville. L'idée, c'est de continuer à évoluer sur ce PLU et d'intégrer, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus de préoccupations environnementales. Et puis aussi, il y a ce sujet de la concertation. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sortent, qui suscitent peut-être des débats. Comment est-ce qu'on va échanger avec les Chavillois sur ces projets ? Donc l'objectif, c'est non seulement d'accélérer la transition écologique, mais aussi d'associer mieux les Chavillois à ces projets d'aménagement. Sur le règlement d'urbanisme, on est passé à 3 étapes successives. Jusqu'en 1998, c'était à Chaville le règlement national d'urbanisme qui s'appliquait. Le règlement national d'urbanisme, il a toujours été, et il est toujours, relativement libéral. Et jusqu'en 1998, cette présence du RNU explique un petit peu le développement qui n'a pas toujours été parfait de Chaville, contestable, avec l'existence de lotissements dans les différents quartiers qui se sont faits progressivement. Après 1948, on avait un plan d'occupation des sols. À l'époque, le plan local d'urbanisme n'existait pas. Un plan d'occupation des sols qui était lui aussi relativement libéral, ce qui facilitait un certain nombre d'opérations qu'il eût été souhaitable de ne pas faire. En 2012, on a voulu instaurer un plan local d'urbanisme plus moderne, en quelque sorte, et il s'avère qu'entre 2012 et maintenant, 8 ans sont passés, et en 8 ans, il y a eu une accélération des choses. L'objectif du PLU, il faut le rappeler, c'était de protéger l'habitat pavillonnaire et de permettre la densification relative uniquement sur les grands axes. Pourquoi la densification relative ? D'abord, la densification, il voulait qu'elle soit le plus limitée possible. Quand on fait un R+5 sur l'avenue Rollet-Agro, on évite de faire ce qui avait été fait dans les années 60 ou 70. Par exemple, les tours du Doisu, il ne faut pas l'oublier, font 18 étages, pour ne prendre que cet exemple. Donc on voulait absolument éviter ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons un certain nombre d'obligations. Ces obligations, ils s'imposent à toutes les communes de la région Île-de-France, et en particulier de la métropole. Le programme local de l'habitat, qui doit être agréé par l'État, avalisé par l'État, prévoit, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, 2000 logements par an, dans le cadre de la loi de 2010, qui prévoit 70 000 logements par an à l'échelle de la région.
Nous avons à l'échelle de GPSO 2000 logements par an. Il faut souligner que c'est GPSO qui, dans l'état actuel des choses, est compétent en matière de logement. Ce n'est pas la ville. Le programme local de l'habitat, donc, il prévoit 2000 logements par an à l'échelle de GPSO. 2000 logements par an, ça a été la période de 10 ans qui viennent de s'écouler, c'est à peu près 140 logements par an sur Chaville. Nous arrivons à cette moyenne de 140 logements par an. C'est-à-dire que nous remplissons nos objectifs en grande partie grâce au centre-ville. Sur centre-ville, il y a environ 400 logements qui ont été créés. Donc par définition, on arrive grâce au centre-ville. Mais on a créé donc 140 logements par an. Je dirais, aujourd'hui, les problèmes sont un petit peu différents. Les problèmes sont différents parce que tout projet d'urbanisme doit intégrer les objectifs du programme local de l'habitat qui va devenir le programme métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Le programme métropolitain de l'habitat et de l'hébergement prévoit pour Chaville, je dis bien prévoit parce qu'il n'est pas encore adopté, 56 logements par an. 50 logements par an, dont 13 logements sociaux. 56 logements par an, c'est pas gigantesque en apparence, mais ça implique des nécessités impératifs de construction. C'est inévitable. Et personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper parce que ce plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement doit avoir l'aval de l'État. Et c'est l'État qui a la main au final. Donc si on ne remplit pas nos objectifs, nous sommes évidemment sanctionnés. Après, dans ce cadre-là, on peut aussi imaginer que, par exemple, sur les grands axes Salingros, on se permette des respirations, c'est-à-dire d'assouplir un petit peu le PLU sur Salingros, permettre des respirations, des traversées, plutôt que le front urbain qu'on avait imaginé peut-être jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous en pensez, mais... Non, mais c'est l'objectif. Ça, c'est incontestable. Et c'est là où le plus doit être révisé. C'est qu'effectivement, il faut créer ces respirations. C'est indispensable. Et je crois que tout le monde en est partisan. Je crois qu'il y a un consensus au niveau communal sur ce plan. Et ça, à mon avis, on y arrivera facilement. Ce qu'on ne perd, en fait, c'est pas de la construction au sens strict du terme quand on fait. C'est de la mutation urbaine. Faut pas l'oublier. Ce sont parfois des vieux immeubles qui sont vendus par leurs propriétaires privés. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas la ville. La ville n'a pas systématiquement la main là-dessus. La ville simplement encadre. Encadre dans le cadre d'un règlement. Et un règlement qui s'impose. Qui est par définition arrêté au final et approuvé par le préfet. Et donc la mutation urbaine qui s'opère, on la facilite en quelque sorte par l'existence de règlements qui vont être évidemment de plus en plus contraignants, en particulier sur les normes écologiques. Oui, il y a effectivement cette accentuation de la prise en compte des questions écologiques, finalement la façon de mieux vivre sa ville qui est importante pour l'avenir. Et puis on l'a évoqué déjà plusieurs fois, on ne va pas échapper à une certaine forme de réchauffement climatique. Et donc il faut anticiper ce changement climatique, ces îlots de fraîcheur, la végétalisation de la ville. Donc ça, c'est une préoccupation qui monte et qui va être prise en compte dans cette révision du PLU nécessairement. Il y a deux aspects en fait, David a raison là-dessus d'insister. Il y a le réchauffement climatique, il existe. D'accord. Je ne sais pas si on aura une canicule cet été, mais ce n'est pas impossible par définition. Donc c'est l'aspect immédiat. Le deuxième aspect, c'est prendre notre part de la lutte, justement, contre le changement climatique. Et donc là, il y a effectivement... Et la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a effectivement là deux projets très ambitieux. Le projet de plan climat pour Chaville, articulé bien sûr avec celui du territoire, donc qui va cranter un peu nos engagements sur le sujet de la lutte contre le changement climatique. Et puis une initiative tout à fait originale qui est le budget climat, donc à développer à moyen terme, mais qui permettra de piloter en fait les projets de la ville et les finances de la ville au regard du carbone. Je décide d'investir dans tel projet, quel est son poids carbone ? J'ai des budgets d'exploitation, quel est le poids carbone de ces budgets d'exploitation ? Et ça, c'est quelque chose de très important et de très innovant au niveau de la ville.
Avec des finalités de compensation, on peut imaginer. Bien sûr, c'est qui dit budget, dit dépenses et recettes. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai trouvé d'ailleurs intéressant que le Conseil citoyen là, qui s'est réuni depuis plusieurs mois, je ne sais pas s'il a été confiné, probablement, mais enfin il a quand même continué à travailler apparemment. Et j'entendais Laurence Tubiana ce matin à la radio en parler. Je connais bien Laurence Tubiana depuis longtemps. Vraiment, elle était une des actrices principales de la COP21, il ne faut pas l'oublier, entre autres. Et elle expliquait que, justement, on pouvait mettre en place un étiquetage carbone pour les produits. Et on fait la même chose. Le budget climat, c'est ça. C'est l'étiquetage carbone des actions de la ville. Et quand je dis des actions de la ville, ce n'est pas simplement des actions de la ville en tant comme collectivité locale, c'est des actions dans la ville. C'est-à-dire, par exemple, le transport, il aura une étiquette carbone. Alors, on va avoir des bus électriques, heureusement, ça, j'espère, et ça, c'est l'objectif. Et on aura des bus électriques relativement rapidement. D'ailleurs, je pense que dès l'été, je vais peut-être été retardé à cause de la crise, mais ce ne sera pas retardé de peu. On va avoir des bus électriques qui vont traverser Chaville. C'est quand même un atout fantastique, et pour la qualité de l'air, et pour l'empreinte carbone. Mais même le transport, donc, il aura son empreinte carbone. Et ce sera vrai pour le trafic ferroviaire, qui n'est pas négligeable à Chaville. Alors, pour aborder justement la question des mobilités, il y a un projet qui est structurant pour l'avenir, c'est à Chaville, c'est celui de la requalification de l'avenue Roger Salingro, qui suscite finalement autant de ferveur, parce que cette requalification est très attendue depuis très longtemps, autant de ferveur que de critiques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit point sur l'état d'avancement de ce projet, nous rappeler la démarche de Chaville et nous dire aussi, David, comment Chaville écologiste y souscrit? Alors, du côté de Chaville écologiste, la façon dont les choses se sont passées, en fait, on a démarré au conseil municipal du 15 avril de l'année dernière, donc 15 avril 2019. Ce projet est présenté au conseil municipal avec une délibération qui a deux dimensions. Une dimension sur le projet lui-même et une dimension sur l'ouverture de l'enquête publique. Alors c'est vrai que moi j'ai voté contre à cette époque parce que le projet en lui-même me paraissait un peu obsolète par rapport à ces enjeux de climat, par rapport à ces enjeux de mobilité. Donc on a eu un échange en conseil municipal là-dessus, tout à fait cordial d'ailleurs, mais voilà, donc j'ai voté contre. Tout en me disant quand même ce serait bien qu'on ouvre l'enquête parce que sinon on bloque le projet. Donc, mais là c'est le petit jeu qu'on avait au conseil municipal. Et puis derrière, tout de suite après, lors de ce conseil, on s'est mis d'accord sur l'idée de faire un groupe de travail multi-parti, et également avec le président du conseil communal de développement durable, donc un groupe de travail ouvert pour faire des propositions d'amélioration du projet du département. Et sur la protection des arbres, par exemple, on a fait un certain nombre de propositions fortes sur les circulations douces, avec des propositions, on va dire, même audacieuses, puisque l'idée, c'était de proposer une piste cyclable centrale qui est tout à fait originale. Et on voit aujourd'hui, avec les premières expérimentations qui sont faites sur Sèvres, que c'est juste génial de faire ça. Et je pense qu'on va utiliser ça pour convaincre le département que c'est ça qu'il faut faire. Avec des propositions également sur la végétalisation, des propositions sur l'utilisation de l'eau à Chaville, qui est très présente. Donc ce groupe de travail a été extrêmement riche, a produit un avis qui a été voté à l'unanimité donc le 21 octobre 2019. Et c'est un peu cet état d'esprit qu'on souhaite développer à Chaville. On n'est pas forcément d'accord au début, on échange, on co-construit, et puis finalement on arrive à un projet qui est positif pour les Chavillois. Alors il restera maintenant à maintenir la pression sur le département pour que nos idées soient retenues et mises en œuvre dans le cadre de cette requalification. Moi je dirais que sur la requalification, alors mon idée initiale c'était de faire démarrer l'enquête publique. Donc c'était l'objectif du conseil municipal du 15 avril. On a mis en place ce groupe de travail et je crois qu'il a eu une action positive. On a trouvé un texte qui correspond, je crois, aux objectifs que nous poursuivons les uns et les autres. Et je crois qu'on a déjà obtenu quelque chose. Sur l'eau, on a obtenu que le département agisse avec la métropole, en particulier dans le Bas-Chaville, et ça, c'est pas négligeable. Sur les arbres, je dirais, on a eu une avancée aussi.
et on aura une avancée plus importante. Sachant que, inévitablement, il y aura des modifications, hein, ça c'est incontestable. Mais il ne faut pas rentrer dans un débat qui est purement irrationnel, émotionnel. Qui est compréhensible d'ailleurs. Oui. Hein, moi, On est tous attachés aux arbres. Je déteste d'autant plus toucher un arbre. Pour moi, c'est épouvantable. Mais il n'empêche, il ne faut pas tomber dans un débat totalement irrationnel et passionnel et utiliser les émotions, instrumentaliser les émotions de façon totalement anormale. Je crois qu'on attendait tous de la requalification, vous l'avez dit. Hein, on attendait tous la requalification depuis des années. La précédente municipalité avait mis en place un certain nombre de réverbères sur l'avenue dans la perspective de cette réhabilitation. Et elle l'attendait, elle la demandait, la réhabilitation. On l'a obtenue, cette requalification. On a obtenu qu'il y ait un projet. Maintenant, on va travailler sur le projet. Et je crois que la crise, elle a présenté un avantage. La crise, elle représente un atout. Hein, il y a toujours, dans une crise, une opportunité, disent les Chinois. C'est le même idéogramme, opportunité et crise, comme on sait. Et donc la crise, elle a représenté un atout pour nous. Parce que, en particulier sur les circulations douces, c'est vrai, on s'aperçoit à quel point l'idée d'une piste centrale qu'on a, à l'instication de David d'ailleurs, défendue, se trouve parfaitement justifiée. Et je crois qu'on va avancer dans ce domaine. Alors le département, il a évolué. Nous sommes dans un pays d'ingénieurs, pas reproche. Les ingénieurs sont parfois rigides. Ça présente des avantages quand on construit des ponts. Mais il n'empêche que les ingénieurs, ils sont quand même très intelligents. On va les convaincre. Et ils s'aperçoivent. Oui. Et les politiques essayent de s'adapter par définition aussi. Et je pense qu'on n'aura pas de problème avec le département pour faire évoluer le projet dans le meilleur sens possible. Alors surtout, évitons les émotions, évitons les passions inutiles, et travaillons. Il y a un autre projet important dont on entend parler, on a quelques rumeurs, ce sont les tours du Doisu aussi. Quel avenir? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On peut peut-être déjà dire que sur ces tours du Doisu, ce que payent les locataires, c'est en grande partie des charges de chauffage. Il y a également un loyer social, mais il y a une grande partie des dépenses, c'est lié au chauffage. Et donc il y a un sujet aussi de combiner en fait un objectif social, c'est le maintien des Chavillois qui vivent dans ces tours dans le cadre d'une requalification, d'évolution en construction des tours dans le temps, ça ne va pas se passer en quelques instants, mais aussi un objectif écologique. Et on voit là que les deux axes se complètent, la performance énergétique des nouveaux projets et l'amélioration du logement tout en maintenant les Chavillois sur le site à Chaville. Oui, ce sera aussi une performance sociale. Sociale, c'est ça, c'est l'objectif d'avoir une performance sociale. Sociale et écologique, là, on a vraiment ça. C'est ça l'objectif. Sachant que on a à Chaville un parc social qui est ancien. L'essentiel du parc social est ancien. On a 1200 logements sociaux qui sont d'une génération très ancienne, parfois d'avant-guerre, ou de l'immédiate après-guerre, donc très ancien. Les tours du Doisu elles-mêmes datent des années 70, début des années 70. Elles sont aujourd'hui dans une situation où malheureusement, heureusement, je sais pas, on ne pourra pas les conserver. Et effectivement, les habitants, ils payent, je dirais, au moins autant de charges que le loyer. Tout ça est ridicule. Mais il faut les reloger. Donc c'est une opération longue, complexe, mais qu'il faut mener avec le bailleur social. C'est le bailleur social qui sera le maître d'ouvrage de cette opération. Il faut effectivement la guider, la piloter, la contrôler, et faire en sorte qu'il y ait un partenariat qui s'opère entre la ville et le bailleur social de ce côté-là. Enfin, l'objectif, c'est ça, faire un ensemble soit le plus verdoyant possible, parce que ça fait partie intégrante de la ville, et ça doit faire partie intégrante de la ville. Ça ne va pas être un ghetto, ça va faire partie intégrante de la ville. Et une opération combinée qui associe non seulement les tours du Doisu, mais également les immeubles de la rue de Jouy et les immeubles de 29 Pavé des Gardes et de la rue Anatole France, qui font partie du patrimoine de ce même bailleur social Hauts-de-Seine Habitat.
Alors, pour changer un petit peu de sujet, dans le projet, une part importante est consacrée au domaine de la santé. Ce n'est traditionnellement pas un champ d'intervention de la commune. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que peut être une politique municipale de la santé? Sur quel axe la commune peut agir en la matière? D'abord, la santé et l'environnement, c'est très lié. La qualité de l'air. Prévention. Hein, la prévention. Oui. La prévention, elle est essentielle. Il y a un domaine, dans le domaine de la santé, il y a le préventif et le curatif. Hein, bon. Et le préventif, il est fondamental. Le curatif, on peut intervenir aussi. On est intervenu pendant la crise avec le centre Covid-19 qu'on a été les premiers à créer dans le département. Hein, c'est du curatif. Mais on doit intervenir dans le domaine préventif. Et c'est vrai que vous avez raison de dire, c'est un domaine, la santé, dans lequel les communes interviennent a priori peu. Elles sont intervenues, jadis, beaucoup, il ne faut pas l'oublier. Hein, il y a 50 ou 60 ans, les communes, elles étaient très investies dans le domaine de la santé. Il y avait des dispensaires, il y avait des cliniques municipales, il y avait des hôpitaux municipaux. Et on est intervenu d'ailleurs dans le domaine de la santé avec la création de l'hôpital intercommunal de Sèvres, qui est maintenant relié à celui de Saint-Cloud. C'est l'hôpital des 4 communes, hein, avec Ville d'Avray et Sèvres. On l'a fait. On l'a fait dans les années 70. Donc, on est intervenu dans le domaine de la santé. Mais on s'en est un peu écarté progressivement, parce qu'au fond, la santé est devenue progressivement le domaine de l'État, essentiellement de l'État. Il faut s'investir plus. Il faut s'investir plus, en particulier dans le domaine de la prévention. Et je ne pense pas simplement à la création d'un centre de santé, comme le centre médical qu'on a fait, qui doit devenir un centre de santé. Je ne pense pas simplement au centre de santé qu'on est en train de mettre au point, avec un petit peu de retard à cause de la crise, à l'hôpital de Sèvres, aux anciennes urgences. Hein. Je ne pense pas simplement au centre sur les soins non programmés qu'on doit installer dans le quartier de Loisu, en liaison avec le centre d'imagerie qui est juste là, mais également à la prévention qu'on doit opérer dans le domaine scolaire. On doit intervenir dans le domaine scolaire. La médecine scolaire est aujourd'hui le parent pauvre de l'éducation nationale. Et donc on doit pouvoir intervenir dans ce domaine. Alors un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué sur la santé, c'est celui du bruit. Voilà, effectivement c'est un sujet connexe. C'est un sujet connexe. Bon, alors on bénéficie des gares, mais on bénéficie aussi du bruit du train. Bon, il y a d'autres nuisances sonores sur Chaville. Je pense qu'il faut aussi le prendre en compte parce que c'est une préoccupation des Chavillois. Alors justement, est-ce qu'il y a des mesures d'évaluation, des actions envisagées? Enfin, c'est quelque chose qui est dans le spectre d'une future municipalité? Il faut déjà faire en sorte qu'il y ait des protections anti-bruit, et en particulier, je pense, à la ligne Montparnasse, hein, qui est au fond la plus bruyante. Pourquoi elle est la plus bruyante? Les trains vont plus vite. Aussi. Oui, les trains vont peut-être plus vite, c'est possible, mais c'est aussi parce qu'elle est aérienne. Elle est aérienne entre la gare et puis Viroflay, elle est aérienne. Alors que les deux autres sont en tranchée. Donc le problème est un petit peu différent. Et donc on a un problème anti-bruit. On a déjà des contacts avec la SNCF là-dessus. Hein, et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Alors je dirais pas dans les semaines qui viennent, mais dans les années qui viennent, on va pouvoir mettre en place une protection anti-bruit à cet endroit. Alors il faut souligner que de son côté, la SNCF et Île-de-France Mobilité ont un gros programme dans le domaine de la rénovation des voies et de la rénovation du parc roulant. Le parc roulant d'aujourd'hui, il est nettement moins bruyant que ce qu'on a connu jadis. Vous êtes trop jeune, Julie, pour avoir connu les vieilles automotrices qu'on appelait les automotrices Bod, tout en métal. Elles étaient très brillantes. Elles roulaient sur la ligne gauche, là. Je ne parle pas des vieux trains d'avant-guerre des années 30 qui circulaient sur la ligne droite. Ils étaient encore plus bruyants. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Le parc roulant qu'on a aujourd'hui est nettement moins bruyant. Et puis ça va s'améliorer de plus en plus. En tout cas, on voit que le sujet santé, finalement, est très structurant aussi pour une ville. Il y a des questions sociales, il y a des questions écologiques, environnementales qui sont importantes et qui sont... Le sport, l'alimentation, qui sont à la connexion de il est très transversal. De ces sujets. Très transversal. D'ailleurs, quand on a l'intention de faire une cuisine centrale,
c'est également un problème de santé. C'est pas simplement un problème de gestion municipale. Hein, c'est pour de faire en sorte que les enfants des écoles, c'est déjà le cas pour les crèches depuis quelques semaines, disons, hein, depuis le 1er janvier, mais c'est que les enfants des écoles bénéficient d'une alimentation qui soit là de meilleure qualité possible. Circuit court, plus bio possible, si on peut arriver au 100% bio, je dirais tant mieux. Hein, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous aurons la maîtrise totale de la restauration scolaire, et ça, c'est fondamental pour les enfants. Oui, ce qui est très satisfaisant du point de vue de l'environnement. Oui, de l'environnement et de la santé. Mais effectivement, c'est de reprendre la main sur les filières d'approvisionnement, que ce sujet de la résilience alimentaire commence à être un sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi se préoccuper d'où viennent les aliments qu'on va utiliser dans les cantines scolaires. Mais j'espère d'ailleurs qu'on aura des aliments qui viendront de Chaville. Si on a un programme d'agriculture urbaine, on aura quelques aliments, je dirais pas non plus penser que ce sera tous les aliments, mais qui viendront un peu de Chaville. Oh, ça peut être très intéressant comme démarche aussi pour les élèves. Un petit point aussi, parce que la commune finalement est le premier échelon de la démocratie, elle a un rôle à jouer en matière de citoyenneté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Quelle est l'ambition citoyenne pour Chaville, à l'heure où on parle aussi beaucoup de démocratie participative, parfois aussi de façon un peu galvaudée ? Quelle action envisagez-vous de mettre en place pour que la vie citoyenne, finalement qui est la base de la cohésion sociale, pour que cette vie citoyenne fasse sens à Chaville ? Alors, lors du premier tour, on avait beaucoup parlé de cette fameuse gouvernance collégiale et participative qui permet donc d'organiser cette participation des citoyens à la vie chavilloise. Et puis, on a un peu échangé sur le sujet, parce qu'on s'envoyait des petites piques là-dessus. Gentil, je pense. Et un des points qui est ressorti, c'est que sur cette gouvernance citoyenne, c'est très positif, et en même temps, il faut faire attention à certaines minorités agissantes qui ont un pouvoir d'influence peut-être fort, mais qui ne représentent pas forcément l'ensemble des Chavillois. C'est pour ça que dans la gouvernance participative, on pense notamment à des solutions de tirage au sort, un peu comme ce qui a été fait dans la Convention citoyenne, finalement. C'est de s'inspirer de ce qui se fait déjà pour faire s'exprimer des Chavillois qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Internet, d'utiliser des pages Facebook pour dire un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas forcément représentatives de tout ce que les Chavillois veulent faire et veulent dire. D'ailleurs, la loi de 2002, qui s'appelle la loi Vaillant, du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, prévoit l'instauration facultative. Elle est obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants, mais facultative pour les villes de plus de 20 000 habitants, ce qui est notre cas, par exemple, de conseils de quartier. Et dans ces conseils de quartier, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des citoyens tirés au sort, avec un élu dédié. Mais c'est quelque chose... À mon avis, le fait de pouvoir faire une gouvernance plus participative, qui permette, avec, par exemple, des groupes de travail sur certains sujets clés, dans lesquels il puisse y avoir des personnalités qualifiées, des citoyens tirés au sort, de telle façon que ces sujets ne soient pas réservés aux élus municipaux, qu'on ne reste pas en cercle fermé. Ça, c'est facile à faire. C'est pas complexe. Et ça, on peut concilier une rigidité obligatoire de l'administration et puis cette possibilité d'élargissement de gouvernance participative de cette façon-là. Prenons un exemple vraiment très localisé. On a un problème de circulation de trop grande vitesse sur la rue Lamennais à Lurcine. Bon. Si on doit faire les aménagements dans cette rue, je préfère qu'ils soient véritablement concertés avec les habitants. Donc j'ai demandé à ce qu'au mois de septembre, on organise une réunion avec tous les habitants et qu'ils décident eux-mêmes des aménagements qui doivent être réalisés dans leur rue pour faire en sorte qu'il y ait moins de vitesse. Voilà. Au fond, on arrivera à une meilleure solution tout en étant dans la rapidité d'exécution. C'est vrai qu'il y a des structures aussi qui existent déjà à Chaville. On pense au CVL, au CC2D, qui auront peut-être un rôle aussi plus important. à prendre. Le Conseil du développement durable doit intervenir sur l'élaboration du budget climat, par exemple.
Le CVL, le commissariat de la vie locale, il doit intervenir dans le domaine de l'animation de la ville. Et puis je pense qu'il faut mettre en place un conseil économique de façon à ce qu'il y ait, en liaison avec les entreprises qui sont généralement des TPE ou des PME sur Chaville, et puis les commerces, hein, une irrigation plus importante et une relation plus importante entre la ville et le tissu commercial. L'idée de ces conseils, parce qu'on en avait déjà discuté souvent, c'est le conseil communal de développement durable qui produit un certain nombre d'avis, et comment on s'assure que ça devient beaucoup plus prescriptif, c'est-à-dire qu'on va effectivement préparer les projets, les décisions de long terme qu'on peut préparer dans un conseil communal de développement durable, et qu'on voit bien la chaîne entre le conseil communal de développement durable et le conseil municipal, c'est-à-dire que la prescription se transforme en délibération à un moment donné. Oui, et puis finalement, le citoyen se retrouve au cœur aussi de sa ville et reprend en quelque sorte possession de la décision, parce que la légitimité du conseil municipal est issue des urnes, elle est incontestable, mais on arriverait à une société finalement, en tout cas un peu plus agissante, plus collective, et plus intégrée finalement pour chacun aussi. Et ça, en fait, c'est presque une condition des sujets de transition écologique, que la transition écologique, des fois, il y a des sujets qui ne sont pas si évidents que ça à appréhender. Et il faut accompagner les citoyens dans ces projets. Il y a des décisions difficiles aussi qui vont être prises parce que l'urgence écologique, elle est là, il faut agir. Donc, ça se fait avec les citoyens. Et puis, ça fait une ville plus vivante. Vous auriez des éléments peut-être pour répondre à certaines critiques sur des projets en cours. Alors certains sont contestés. On pense à la parcelle de la pharmacie Carnot sur l'avenue Roger Salingro. Peut-être David pour commencer. Puis oui, c'est vrai que quand on regarde le projet et le moment où il est arrivé, c'est un projet quand même un peu massif sur cette partie de Chaville. On voit, il y a des arbres. Donc on peut se poser la question, et puis le moment où ça arrive aussi, on peut se dire pourquoi ce permis de construire le 15 mars, en début de période de confinement, ça peut susciter des interrogations des Chavillois. Est-ce qu'on maîtrise notre urbanisme, par exemple? Ça peut être des questions qui sont posées. La pharmacie Fontaine, qui a cessé ses activités il y a déjà un certain nombre d'années. La propriétaire voulait absolument vendre sa parcelle, ce qui est compréhensible dans une certaine mesure. Le projet, je dirais, moi, il ne me plaît pas particulièrement. Même s'il est entièrement en bois, il faut le souligner. Même s'il est conforme au PLU. Mais attendez, mais non seulement il est conforme au PLU, mais il est entièrement en bois. Donc il n'est pas critiquable sur le plan de l'écologie. C'est ça qui est assez fantastique. Mais c'est effectivement, moi, il ne me plaît pas parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à l'urbanisme que j'ai envie d'avoir dans le centre-ville, où au contraire, on essaye de limiter au maximum les constructions. Aujourd'hui, il est parfaitement conforme au plan local d'urbanisme. À partir du moment où il est conforme, et même si on a pris énormément de temps à délivrer le permis de construire pour voir de quelle façon on pouvait demander aux propriétaires et aux promoteurs d'améliorer son projet. Et on a pris énormément de temps. On est arrivé à un moment où, le 13 mars, j'étais obligé de délivrer le permis de construire. Parce que sinon, c'était quoi? C'était l'abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir, là, c'est pas légal. C'est du pénal. C'est du pénal. C'est du pénal, l'abus de pouvoir. C'est pas de l'administratif, c'est pas du droit public, là. C'est du droit pénal. Donc, il faut tenir compte de ça. Nous sommes dans un état de droit. Alors, effectivement, moi, le projet ne convient pas, franchement. Mais je ne suis pas là pour être un juge du point de vue de l'esthétique, etc. Je suis là pour appliquer les règlements. Pour appliquer les règlements, et pour éventuellement améliorer les choses. Bon, alors, ce projet, de toute façon, il fait l'objet de recours, il n'est pas définitif. Donc, on va voir comment ça évolue. On doit avoir des moyens de peut-être infléchir le projet. Et dans une certaine mesure, quand il y a des recours, moi je suis ravi. Ça me permet de réfléchir un petit peu plus, de voir s'il n'y a pas des éléments qu'on peut retenir, etc. Oui. Donc c'est pas gênant. À la limite, le recours, qui est un recours administratif, un recours gracieux d'abord, un recours contentieux éventuellement, ça permet de laisser du temps, ça permet de voir exactement quelles sont les évolutions envisageables, et c'est pas une mauvaise chose, c'est une forme de dialogue. Et une forme de ce dialogue, il n'est pas inutile, même s'il est très juridique, il n'empêche que c'est une forme de dialogue.
Ça, c'est vrai pour le projet dit Pharmacie Fontaine, hein, bon, qui a fait l'objet, il faut souligner quand même, de l'association d'un certain nombre de propriétaires privés. Hein. Ils sont tous mis d'accord pour pouvoir faire une opération immobilière que je ne mets pas en cause de ce côté-là. Je ne les mets absolument pas en cause, et c'est normal. C'est le droit de propriété qui s'applique. Quant aux autres projets, je dirais, là aussi, aucun projet n'est définitivement clos. Aucun. Hein, on est arrivé, à force de discussion, à obtenir la diminution d'un étage de l'immeuble qui devrait se construire au-dessus du bistrot de Chaville. Bistrot de Chaville, dont je souhaite qu'il demeure. Inutile de vous le dire. Je suis un client fidèle du bistrot de Chaville. Il est situé en bas de la mairie et il est très pratique. Alors évidemment, il va être fermé pendant 2 ans, mais au moins, je sais quand il rouvrira, il rouvrira dans de très bonnes conditions, en particulier sur le plan sanitaire, hein, sur le plan de l'hygiène, sur le plan de la sécurité, etc. Et on va faire quelque chose, a priori, de très bien. Néanmoins, c'est vrai que ça passe par un petit projet immobilier. Vous savez, c'est un peu le même problème que pour le logement social. On souhaite la mixité dans le logement social, ce qui est évidemment l'objectif que l'on poursuit tous. Hein. On souhaite la mixité dans le logement social. Pour avoir de la mixité dans le logement social, il faut faire un immeuble dans lequel il n'y ait pas que du logement social. Donc, là aussi, on se retrouve avec la nécessité d'avoir un bâtiment qui puisse accueillir un bistrot de Chaville qui est, lui, totalement rénové. Quant aux autres sujets, je pense à la maison du Noyer de Segonzac, là, c'est la famille du Noyer de Segonzac. C'est la famille du Noyer de Segonzac qui vend. Et c'est pas la première fois qu'elle vend une partie du terrain. Et ça fait partie de l'histoire même de Chaville. Hein, le Noyer de Segonzac fait partie de l'histoire de Chaville, même s'il est enterré à Saint-Tropez. Hein, bon, il a beaucoup vécu à Saint-Tropez, plus qu'à Chaville. Mais il fait partie de l'histoire de Chaville. Mais l'histoire de Chaville, l'histoire de l'urbanisme à Chaville, c'est une histoire de lotissement comme ça, autour de grandes propriétés. Comme le parc Lefebvre, par exemple. Le parc Lefebvre en est un exemple typique. Le parc Lefebvre avait une propriété qui est aujourd'hui la mairie. Hein c'est ça, la propriété du parc Lefebvre. Puis autour, il y avait un grand parc. Et nous avons encore à la mairie des affiches de vente des lotissements dans le parc Lefebvre. Hein, c'est les propriétaires actuels qui résident dans le parc Lefebvre sont les heureux bénéficiaires de cette opération immobilière de lotissement qui s'était faite à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est le cas rue Charles Alby, c'est le cas rue Émile Zola, etc., etc. Vous voyez, c'est même le cas, a priori, du parc Fourchon. Le parc Fourchon, c'est un lotissement au départ. Donc, il ne faut pas nier notre histoire. Il faut simplement faire en sorte qu'on puisse réguler les choses et faire en sorte que ça puisse, cette évolution, qui est une évolution quelque part naturelle, puisse être vraiment contrainte, le plus contrainte possible pour qu'elle puisse respecter les nécessités que nous avons en matière d'humanité et d'équilibre de la ville. Et évidemment dans un sens écologique. Alors peut-être un petit mot, David, sur l'aménagement de la route du pavé de Meudon. Alors la route du pavé de Meudon a été votée au conseil municipal à l'unanimité. C'est un projet qui va favoriser les circulations cyclistes et notamment l'accès à Marcel Bec. Alors il peut y avoir certaines réticences, c'est normal, puisque effectivement un des sens de circulation automobile va être supprimé, et donc il peut y avoir des questions de desserte au niveau du quartier de l'Ursine. Là, je pense que sur un projet comme ça, il faut peut-être en amont poser le projet et faire participer les Chavillois qui habitent dans le quartier, donc les associations peut-être, mais pas que, pour qu'on puisse mesurer l'impact et accompagner le projet avec les habitants. Mais il y a un vrai sens à faire ce projet dans la forêt pour faciliter la circulation cycliste, pour faciliter l'accès à Marcel Bec, pour préserver aussi la qualité écologique de la forêt. La route du pavé de Meudon, ça fait quand même, hélas, plusieurs années qu'on me demande de faire des travaux qui nécessitaient l'état de la route, qui était extrêmement dangereuse. Et ces demandes étaient parfaitement justifiées. Mais nous sommes dans une route qui appartient au domaine privé de l'État. Elle appartient à l'Office national des forêts. Elle n'appartient pas à la ville.
Donc il fallait passer par une convention avec l'ONF. Et ça a été extrêmement difficile. Il a fallu passer par le ministère de l'Agriculture, hein, il a fallu discuter un certain nombre de problèmes avec l'ONF, de faire des échanges, je veux dire des échanges vertueux, hein, je précise, des échanges de telle façon que GPSO puisse bénéficier d'un terrain dans lequel on puisse mettre la direction territoriale ouest qui fait l'ensemble des travaux de voirie des 4 villes des Coteaux. Donc tout ça, ça a pris un petit peu de temps. Heureusement, on a un directeur de l'ONF qui était extrêmement attentif à notre demande et il lui-même était très intéressé par le fait que nous puissions prendre la maîtrise d'ouvrage des travaux de cette route, qui est assurée par GPSO, pas la ville. Néanmoins, la ville, évidemment, est partie prenante. Le fait d'engager ces travaux, déjà, est une bonne chose. Alors maintenant, la condition de l'ONF, condition sine qua non, c'était qu'il y ait un sens unique. Le problème, il n'était pas de savoir si c'était un sens unique. Là, c'était acquis dans l'esprit de l'ONF, sinon il n'y avait pas de convention. Si c'était un sens unique montant ou un sens unique descendant. Voilà. La discussion, elle a porté là-dessus uniquement. Bon. Je crois que ça, c'est justement ce type d'information sur les projets, sur les contraintes des projets. Ça, c'est typiquement des informations à partager avec les Chavillois pour qu'on évite après d'avoir des discussions polémiques sur ce genre de projet. L'avenir, c'est aussi finalement la gestion efficace. Depuis 12 ans, la réalité des chiffres est intangible. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un petit mot sur la situation des finances de la ville? Voyons ça en termes d'avenir, de prospective. La situation financière de la ville aujourd'hui est très bonne. Je ne dirais pas qu'on doit faire n'importe quoi, mais c'est justement parce qu'on ne fait pas n'importe quoi qu'on a une situation financière bonne. Du point de vue de l'endettement, on a un ratio d'endettement qui est largement inférieur à la plupart des communes de la strate, pour raisonner en termes administratifs. Et l'objectif, c'est évidemment de ne pas augmenter la fiscalité locale. Et ça, je pense qu'on y arrivera sans trop de difficultés si on continue dans une gestion qui ne soit pas dispendieuse. Et tous les projets qu'on fait, tous les projets qu'on propose, les 50 actions que l'on propose, la cinquantaine, disons, d'actions que nous proposons, il n'y en a aucune qui soit réellement dispendieuse. Elle est facile. Elles sont faciles à réaliser. Elles sont faciles à réaliser par un effort d'innovation, par un effort d'imagination, et par, en définitive, beaucoup de travail. La mobilisation, et ce qui donne effectivement beaucoup de crédit et qui explique aussi la démarche, et cette démarche d'union aujourd'hui. Et cette gestion saine, c'est ça qui rend possible, en fait, le projet. Donc c'est une condition de ce projet.